Pour l'évaluation de la compensation, il y a un processus d'évaluation clair là, qui est défini. Je ne connais pas les règles, mais des évaluateurs en fonction des inconvénients qui sont créés. Et il y a des estimations qui sont faites et il arrive avec un montant, comme pour les expropriations pour Transport Québec quand il déplace une route, ou comme Hydro-Québec quand il passe une ligne électrique. Il y a des processus clairs d'évaluation de compensation. Sauf que de nos jours... Oui, ces règles-là, ils peuvent être remises en question. Il y a des éléments qui ne sont pas pris en considération que pour un pipeline, je pense, on doit rajouter à ces estimations-là, comme l'impact dont tu viens de parler. Ça c'est sûr que ce n'est pas pris en considération dans les évaluations qui sont faites. Une des considérations qui n'est pas prise en impact, c'est l'augmentation de la valeur des terres. Les agriculteurs, les propriétaires là, le voient, la valeur de leur terre augmente continuellement. C'est bien parce que pour eux, ça leur permet de. C'est pas que ça leur permet, mais je veux dire, quand il vient le temps pour eux de s'agrandir, le coût dans l'anaudière, là, c'est une des plus hauts taux d'augmentation qu'il y a. Donc, c'est sûr que ça, quand il vient le temps de faire une évaluation, il y a des standards, OK, sauf qu'eux autres, ils ne tiennent pas en compte que l'augmentation, elle, d'année après année, elle est en flèche comme ça. C'est ça. Puis, c'est beaucoup mieux, ça serait beaucoup mieux des redevances si on rentrerait dans la négociation, mais j'ai beaucoup de propriétaires qui n'en veulent pas du pipeline. Ils n'en veulent pas tout court. Parce que quand eux, ça passe là-dedans, c'est leur gagne-pain qui il y en a qui veulent parce que c'est des sous, ça leur permet de payer rapidement les paiements parce que tout augmente. Le coût d'un tracteur, là, je dis, on a acheté un petit tracteur chez nous parce qu'on n'est plus, on fait juste de la grande culture parce qu'on le fait comme en temps partiel maintenant. Mais on a acheté un petit tracteur, c'est 60 000. C'est un petit tracteur, c'est pas un gros. Là. Puis il était usagé. Ça vous donne une idée que quand tu arrives, tu revois le Trans-Canada qui dit on va te donner de l'argent. Ils pensent à OK, ouais, mais moi j'ai mon investissement là, j'ai mes quotas qui, je me souviens pas c'est quoi le prix des quotas, mais là, 3-4 ans, c'était 30 000. Tu penses à tout ça, là, puis tu fais OK, puis là, moi, il faut que j'augmente ma productivité. C'est là, en ce moment, j'ai à faire drainer mes terres parce que il faut que j'enterre mes fossés pour augmenter ma productivité. Tous les coûts, toutes les factures augmentent. Fait que ça, c'est une autre réalité aussi, mais j'ai beaucoup de propriétaires qui font comme oui, mais c'est parce que moi, si ça fuit, ou vu que ton pipeline, il va passer chez nous, c'est le plus gros pipeline en Amérique du Nord et tout, ben nous, par expérience, on a vu de la productivité diminuer on le voit où ce que les pipelines ont passé, puis on le voit sur une période, ça peut être 2-3 ans, ça peut être 10 ans, il y en a qui voient encore l'impact sur leur terre. Ça dépend de comment le travail a été fait aussi. On nous dit que les méthodes ont été améliorées, mais en fait, tu déplaces le sol arable. Le sol arable, c'est la première couche. Quand tu déplaces ça, c'est très difficile de la remettre à son état. Donc, la productivité, elle ne reviendra pas au même niveau. Et tu vas voir une parcelle de ton blé qui va faire ça comme ça. Puis, il y en a qui ne veulent pas le voir pour la productivité, mais pour les risques que ça impacte, que ça a aussi, s'il y a un déversement ou s'il y a des microfuites qui se passent. Comme en Alberta, là, le 5 millions de litres, c'était pas un gros. Je ne sais pas le grosseur du trou, mais il n'était pas si gros que ça. Je ne sais pas c'était quoi le débit, mais c'était pas un million. C'est comme le bout d'un doigt. C'est l'équivalent de 33 000 barils. Nous autres, on va en avoir 1,5 million qui va passer par jour. Fait que, eux voient tout. Il y en a qui voient ça arriver, ils font comme non, mais c'est parce que moi, je lis de génération en génération. Donc, je veux continuer la pérennité de ça aussi. Votre question? Oui, les tâches sur lesquelles passe le léoduc vont avoir des compensations. Vous dites aussi que la valeur des terres augmente, mais par contre, les terres sur lesquelles où passe le léoduc, est-ce qu'ils vont suivre la même progression d'évaluation? Est-ce qu'elles vont être plus faciles à revendre? Ça, c'est une question de acheteur-demandeur. De offre et demande. S'il y a un acheteur qui n'est pas intéressé, mais en ce moment, les terres, si je voudrais la situation aujourd'hui, là. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a une terre de disponible, vous allez avoir plusieurs propriétaires qui veulent l'avoir, oléoduc ou pas. Oui, ça, c'est pour ça que le côté de ta valeur va diminuer. Au livre, oui, mais sur le terrain, non. Tu sais, c'est comme une évaluation municipale. L'offre va faire en sorte que... Oui. La demande. C'est la demande, dans le fond, qui est forte.
qui va le faire. Mais tu sais, si tu as une microfuite de moins d'un centimètre carré, qu'on pourrait dire, sur ton pipeline, puis là, ben, là, tu viens de perdre beaucoup de valeur, et pas juste sur cette parcelle, pas juste sur cette parcelle-là, mais plus loin. Puis il faut penser aussi qu'ils ont des fossés. T'sais, on voit les terres qui élargissent, mais les fossés sont enterrés maintenant. Il y a des fossés partout qui communiquent. Si ça arrive jusqu'au fossé, mais ça contamine plus loin. C'est quasiment tout drainé. C'est tout drainé. Même si le drainage est sur le dessus, le sable bitumineux, ça fait comme une éponge. Le sable bitumineux reste au fond, mais ben, c'est plus marqué que au fond. Moi, de ce que j'ai comme information, c'est que le sable bitumineux reste au fond, mais c'est une éponge. Fait que plus ça coule, plus ça va venir à monter. Puis là, quand c'est venu à la surface, là, de moi, ce qu'on me dit, là, des gens un peu dans le domaine, c'est qu'on est dans le trou. Parce que pour qu'il soit rendu là, c'est parce qu'il est exposé d'un point de vue terre, puis je sais pas, Marc, si je trouve correct, mais point de vue dans la terre, il reste au fond, puis là, c'est une éponge qui grossit. Fait que si ça monte jusqu'à tes drainages, ben ça se promène. Voilà. Parce que le drainage est en haut du tuyau. Fait que, mais quand ça vient éponger jusque-là, mais ça vient se promener aussi. Quelle profondeur le tuyau? Ça dépend de l'endroit. 4 pieds. 4 pieds de top-sol? Non, pas tout à fait 4 pieds. Pas tout à fait 4 pieds. Tu sais, le dégel, là, je pense que vous connaissez. Le gel dégel, c'est 4 pieds. C'est 1,2 mètres, je pense, ou 1,3 mètres. C'est ça, c'est 4 pieds. Il touche pas, il est dans le dégel. Ça dépend quelle sorte de sol, ça peut se faire à 5 pieds. Moi, j'ai travaillé dans le génie civil, puis de mémoire, la norme, c'est 1,2 ou 1,4. C'est ça. L'UPA va essayer de demander, je pense que c'est 5 pieds. Puis les drains sont où à quelle hauteur? Les drains, c'est pas mal ça. Comment? Les drains sont là. Les drains sont à 3 pieds. Ça, je suis moins. Moi, je suis moins. C'est gros, là, ça. Les drains, c'est à peu près ça et tout. Les drains de terre? On les voit creuser là-dedans. C'est pas 2 pieds sur terre, c'est pour drainer, c'est pour drainer. Mais de ce que je sais, parce que tu sais, je vois pas dans le champ tous les jours. Ou tout vous avez vu ça, je le sens dans mon champ, là. Mais c'est au-dessus du pipeline, les drainages. Mais on s'entend, s'il y a une microfuite, que c'est une éponge, ça peut. Les drainages au-dessus du pipeline, quelle sorte de sol qu'ils mettent là? De la pierre ou bien du sable laminaire ou quelle sorte de sol qu'ils mettent là? J'avoue que c'est pas clair. Le sable laminaire, c'est un gros sable ou de la pierre. Alors, s'il faut un drain par-dessus. Non, il faut mais c'est un tuyau. Non? Il faut que ton drain, si vous savez que le pipeline passe chez un producteur, il faut que le drain soit fait avant que le pipeline soit mis en service parce qu'eux vont remettre le drain comme il était avant. Mais vous parlez à des producteurs, quand on dit « OK, tu vas toucher à mon drain, tu vas le déconnecter, tu vas le reconnecter », d'habitude, là, ça va faire des ballons. Fait que ça, c'est aussi un peu une chose. Tu sais, ils vont vous le remettre à votre chose. Mais si vous n'avez pas passé le drain avant que le pipeline soit passé, c'est très difficile d'avoir une permission de pouvoir mettre un drain. Après. Oui, très difficile. Donc, c'est un tuyau, un drain. Oui. C'est pas des sables. Oui, non, c'est un tuyau qui passe. Eux autres, ils vont avec un laser, je crois, là. Puis ils déroulent le tuyau, en tout cas, ils fendent le sol, puis ils passent avec le drain dedans. Ils ne creusent pas maintenant pour faire un. Non, je laisse terminer, je m'excuse. Vas-y. L'impact social entre cultivateurs et propriétaires fonciers. Admettons, la responsabilité du propriétaire qui a accepté ce passage au Léoduc-là, il y a des dégâts qui se créent. La responsabilité revient à TransCanada ou bien au producteur? Non, TransCanada. TransCanada. Mais l'impact par rapport aux voisins autour, est-ce qu'on a des constats de fait à ce niveau-là? C'est toi qui as accepté, moi tu as dit, moi aussi c'est gâché mon terrain chez moi. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? J'ai pas eu de commentaires sur ce sujet-là, non. Mais de là, s'il y a un problème, c'est TransCanada qui paie et pour les voisins et pour... c'est ça que les voisins ont comme protection, que TransCanada est supposé dédommager s'il y a un problème. Est-ce qu'ils ont une durée limite pour effectuer ce dédommagement-là? Ou ça peut traîner dans le temps? Ça, je suis pas au courant. OK. Mais il faut faire des demandes en Alberta. Ça, c'est une chose que je sais. Si on demande à faire creuser s'il arrive un problème avec le pipeline ou quelque chose, c'est à l'Alberta qu'il faut faire affaire. C'est pas ici. À moins qu'ils mettent un... Mais M. Faudy, les informations que vous nous livrez actuellement,
vous ne conseillez pas d'engager une discussion avec les agriculteurs sur cette base-là nécessairement, ou vous nous dites, ben, je vous donne cette information-là, mais en général, l'étape prioritaire, c'est de faire une assemblée, une conférence juridique. Mais vous savez, comme pour nous, dans la Naudière, c'est ce qu'on a fait. Oui. On a fait dans l'Assomption, on a fait une conférence, puis il y en a eu une aussi à la Norée qui a eu lieu. Oui. Puis il y a beaucoup de contacts qui ont eu lieu. Ça a été notre approche à nous. Mais comme je dis, dans Port-Neuf, eux ont été faire du porte-à-porte. OK. Il n'y a Avec pas eux. fait de conférence juridique. De Marc, Non, je crois de souvenirs qu'ils n'ont pas fait, Nancy, Non, on ils n'en n'ont a pas pas parlé. Il faut s'en aller vers là. Ben moi, ça a été porteur, parce que c'est ça, comme je dis, ça a rassemblé mes propriétaires. Puis quand ils venaient faire d'autres interactions, ça a été eux qui... Monsieur Richard Langelier, est-ce qu'il fait partie d'une bande de juristes, exemple, si on veut intervenir dans nos milieux, ici, Trois-Rivières ou Masquinongé? Oui. Il y a une bande de juristes, Il n'y a M. pas de Desjardins problème. ou Que ce soit d'autres. M. Desjardins ou M. Langelier, ils peuvent venir ici pour rien. OK. Il s'agit d'organiser un endroit clé. Oui. Là, D'accord. C'est juste